Le Rwanda, 30 ans après le génocide, on en parle tout de suite dans un hors-série des Déconspirateurs avec Hélène Dumas. Générique. Bonjour Hélène Dumas. Bonjour Rudy Reichstadt. Alors Hélène, vous êtes chargée de recherche au CNRS, docteur en histoire, spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda. Vous avez publié plusieurs ouvrages et travaux de recherche sur le sujet, en particulier Le génocide au village en 2014 et plus récemment aux éditions de la Découverte, Sans ciel ni terre, ce livre-ci, où vous donnez à voir et entendre la parole des enfants survivants du génocide des Tutsis du Rwanda. Je crois que vous parvenez très bien à éclairer à travers ces récits de survivants le projet politique du génocide. Et c'est pour cela que nous avons voulu vous inviter, Hélène Dumas, pour évoquer avec vous le génocide des Tutsis et l'entreprise de falsification qui l'accompagne, parce qu'il y a tout un discours négationniste qui accompagne ce génocide-là. Alors pour entrer dans le sujet, pouvez-vous d'abord nous rappeler les faits? Qu'est-ce qu'il s'est passé au Rwanda à partir d'avril 1994? Et d'abord, qu'est-ce que le Rwanda? Oui, alors le Rwanda, hélas, c'est un petit pays d'Afrique qui a été connu du monde entier en avril 1994 au moment du génocide, même si dans beaucoup de médias occidentaux en particulier, mais aussi certains médias africains, le génocide n'est pas apparu dans sa spécificité irréductible. On parlait alors beaucoup de guerre interethnique, de guerre tribale, mais néanmoins, c'est pendant le génocide que le Rwanda est entré sur la scène internationale. C'est un tout petit pays situé en Afrique de l'Est. La superficie du Rwanda, c'était à peu près équivalent à celle de la Bretagne. Et c'est un pays de collines, un pays situé donc en altitude et qui, a une histoire très singulière au regard des autres pays africains, notamment au regard de l'idéologie raciste qui a été implantée par le colonisateur et surtout aussi les missionnaires de l'Église catholique. Alors rappelons un petit peu l'histoire avant, l'histoire longue, avant la colonisation. À partir du XVe siècle, je crois, il y a un royaume Tutsi au Rwanda. Les Rwandais, c'est un peuple qui parle une langue qui est le Kinyarwanda, c'est ça? Oui. Et il y a trois ethnies au Rwanda. Alors justement, tout le problème vient du mot ethnie, précisément, que l'on accole aux groupes sociaux, politiques et économiques qu'étaient, avant la colonisation allemande puis belge, les Hutus, les Tutsis et les Twa. Alors, avant la colonisation, ces groupes ne se définissaient pas selon des critères raciaux, selon une forme de racisme biologique qui, on le sait, est né en Europe, dans les cabinets savants du dernier quart du 19e siècle. C'est avant tout une histoire européenne. Et c'est pour ça aussi que le génocide des Tutsis fait partie de l'histoire du monde, parce que cette idéologie raciste, cette vision du monde raciste a été appliquée au Rwanda. Donc ces catégories, si vous voulez, sont des catégories avant tout politique, sociale, économique, qui était marquée par une forme de l'habilité, si vous voulez. On pouvait devenir Tutsi en s'anoblissant ou en s'enrichissant, et au contraire, on pouvait devenir Hutu lorsque, on subissait une disgrâce politique ou bien économique. Ou un déclassement social. Donc, ce sont des catégories qui ne sont pas pensées comme des catégories raciales par les Rwandais, qui, au demeurant, partagent, vous l'avez rappelé, une même langue, le Kinyarwanda. C'est une langue qui est évidemment porteuse d'une culture, d'une grande culture littéraire et poétique, depuis au moins le 15e ou le 16e siècle. Il y a une unité linguistique et culturelle, une symbiose même culturelle au Rwanda, qui est assez rare.
Et précisément, ce ne sont pas des ethnies parce que tous les Rwandais partagent cette unité culturelle et linguistique, partagent des mêmes croyances religieuses. Il n'y a pas plus qu'avant l'introduction de la religion catholique en particulier et chrétienne de manière plus générale au Rwanda, de division religieuse. Et en 1994, la majorité des Rwandaises, 90%, sont chrétiens et à près de 70% catholiques. Donc on n'a pas si vous voulez, de différence objective, ni linguistique, ni religieuse, ni territoriale entre ces trois catégories de la population. Alors la période coloniale, elle prend fin en 1962 avec la proclamation de la République. Et puis, une dizaine d'années plus tard, le coup d'État en 1973 de Juvénal Habyarimana, qui est Hutu, et qui met en place un régime autoritaire et en tout cas très rapidement, quelques années plus tard, à parti unique. Et alors, il gouverne le Rwanda en discriminant quand même les Tutsis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette discrimination qui frappe les Tutsis à ce moment-là? Et pourquoi ? Cette discrimination, cette exclusion du pouvoir et de toute la vie politique et une partie de la vie sociale des Tutsis, elle remonte à la Première République, c'est-à-dire au moment où le Rwanda accède à l'indépendance. C'est un président Hutu, Grégoire Kayibanda, qui prend le pouvoir au nom d'une idéologie profondément raciste, là encore, puisque les Hutus sont perçus comme un peuple, une race même, différente, on retrouve ce terme dans les archives, une race différente, et les Tutsis sont présentés en fonction donc de ce mythe mythique qui a été imposé par le colonisateur belge et les missionnaires catholiques, comme des envahisseurs. Une race différente qui serait venue en descendant le cours du Nil, mais qui aurait de lointaines ascendances avec la race blanche, enfin les théories d'Arthur de Gobineau qu'on retrouve ici. Et donc Amitique, c'est ça? Amitique, c'est ça. C'est des nègres blancs, pour reprendre les expressions qui courent dans tous ces manuels d'ethnographie coloniale et missionnaire. D'accord. Et donc, ils sont présentés comme des allochtones. Et ça, c'est très important, puisque dans les années 1950, l'élite Hutu revendique une forme d'exclusivité de l'exercice du pouvoir au nom précisément de cette autochtonie. Ce sont eux les premiers habitants du Rwanda et à ce titre, ils entendent se débarrasser, c'est écrit comme ça dans les textes, en particulier le manifeste des Bahutu de mars 1957, du colonialisme Tutsi. Donc les Tutsis sont présentés comme des colonisateurs. Comme des étrangers. Comme des étrangers. Et ça, c'est très important parce que tous ces arguments qui ont été appliqués, cette grille de lecture raciste qui a été appliquée dans le temps colonial et qui a été ensuite reprise par les deux régimes postcoloniaux, vont justifier le génocide. C'est au nom de l'autochtonie, du seul droit des Hutus à habiter, à vivre au Rwanda et à détenir tout le pouvoir dans ce pays, que les Tutsis vont être exterminés. Donc je crois que c'est très important de revenir à cette période charnière de la fin des années 50 et du début des années 60, d'autant qu'une fois au pouvoir, en 1962, Grégoire Kayibanda ne tarde pas à mettre en œuvre des massacres de masse contre les Tutsis, notamment à la Noël 1963, où entre 15 000 et 20 000 personnes sont assassinés dans deux régions qu'on appelle le Bunyambiriri et le Bufundu, qui font partie de la nouvelle préfecture de Gikongoro, donc dans le sud du Rwanda. Ce sont des massacres qui, à l'époque, sont déjà désignés sous le terme de génocide. Donc c'est une histoire longue de racisme, évidemment, et de persécution contre les Tutsis, de discrimination également sous le régime Habyarimana. La première mesure que prend Juvénal Habyarimana lorsqu'il fait son coup d'État en juillet 1973, c'est de resserrer la politique des quotas dans l'enseignement pour que les Tutsis ne puissent pas avoir accès à l'enseignement secondaire et plus encore à l'université. Alors 90, c'est l'émergence du Front patriotique rwandais, le FPR, à l'extérieur du Rwanda, mais rejoint par des opposants
Abiyarimana des opposants Hutus, y compris. Et puis 91, c'est le fameux discours de La Baule de François Mitterrand sur la démocratisation nécessaire de ces régimes. Et puis, je vais très vite, je vous compléterai le cas échéant, mais 93, un accord signé à Arusha, un accord de partage du pouvoir avec les Tutsis, avec le FPR. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que c'est ce qui précède directement, on est moins d'un an avant le début du génocide. Tout comme ces quelques années de la fin des années 50 et du début des années 60 est crucial pour comprendre les mécanismes idéologique du génocide, il faut aussi s'attarder de manière très minutieuse sur cette période 1990-1994. Alors, d'abord, les acteurs. Le Front patriotique rwandais, le FPR, est né précisément dans les communautés de réfugiés Tutsis dont les parents avaient été chassés par les pogroms, par les persécutions sanglantes des années 60. Donc ça, c'est très important. Il faut rappeler qu'à la fin des années 80, alors les chiffres varient, mais entre 500 000 et 600 000 personnes vivent en exil dans les pays limitrophes du Rwanda, et que donc les Tutsis représentent une des communautés de réfugiés la plus importante au monde. Et cette question des réfugiés, elle est cruciale dans le débat politique rwandais, parce que le FPR naît précisément de la revendication du droit au retour des réfugiés, et Tutsis des années 50 et 60, et également d'une forme de transformation du régime politique au Rwanda. Donc c'est à la fois une force politique et une force militaire qui, en octobre 1990, le 1er octobre 1990, eh bien, mène sa première offensive à la frontière ougandaise contre le Rwanda. Parce que les Tutsis dont on parle, ils sont réfugiés en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie aussi, en Tanzanie et surtout en RDC. Et en Ozaïre à l'époque. Voilà. Et c'est pour ça que cette idée que le FPR finalement serait un mouvement anglophone, comme il a été présenté à la fois par le régime Abiyarimana et par ses soutiens français, est une idée grossière et fausse sur le plan historique, puisque certes, si les commandants militaires, les chefs militaires du FPR ont grandi dans les camps de réfugiés en Ouganda, une grande partie des troupes du FPR sont en réalité parfaitement francophones, puisqu'ils viennent du Congo et du Burundi. Et par ailleurs, cette question de la langue n'est pas centrale au sein du FPR, puisque les gens parlent soit Kinyarwanda ou Swahili, les langues nationales. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour le FPR. Et aussi à l'intérieur du Rwanda, si vous voulez, le régime Abiyarimana est de plus en plus contesté par une opposition politique qui, elle aussi, réclame la libéralisation du champ politique. Et donc, ce n'est pas le coup de baguette magique du discours de La Baule de François Mitterrand qui va mener aussi à une réforme constitutionnelle qui va ensuite autoriser le multipartisme en juin 1991. C'est aussi parce que les Rwandais eux-mêmes réclament le changement. Et puis on est dans l'après-mur de Berlin, enfin après la chute du mur de Berlin, donc on est... Voilà, tout à fait. Il y a partout... une sorte de dégel. Et puis c'est un mouvement général dans beaucoup de pays d'Afrique où il y a des conférences nationales pour exiger effectivement une forme de libéralisation du champ politique. Et au Rwanda, c'est exactement le même phénomène auquel on assiste, à la différence près que ce processus de démocratisation, de multipartisation du champ politique s'opère en même temps qu'a lieu une guerre. Et une guerre qui ravive les souvenirs de ces Tutsis féodaux qui veulent rentrer au Rwanda pour abolir les privilèges de la République Hutu, de la révolution de 1959. Donc, chez les extrémistes, encore une fois, ce ne sont pas les Hutus, parce qu'une bonne partie de l'élite politique Hutu est opposée au gouvernement Abiyarimana. Mais chez les extrémistes, la guerre contre le FPR permet de cristalliser à nouveau un discours raciste. Et c'est une période très paradoxale, 90-94, parce qu'à la fois, il y a une grande liberté, à la fois sur le plan politique, et si on regarde la presse de ces années-là, naissent beaucoup de titres au ton extrêmement irrévérencieux contre le régime, mais en même temps, cette libéralisation profite aux extrémistes qui vont
également financer leurs propres titres de presse pour diffuser la haine contre les Tutsis, et surtout, à partir de 1993, une radio, la radio-télévision libre des Mille Collines, qui est donc une radio privée, mais financée par les extrémistes Hutus, et qui va servir de canal de diffusion. Catalyseur de cette propagande. Voilà. Et ça, c'est aussi, voilà, pour ça que je dis que c'est une période très paradoxale et très complexe. Ces extrémistes Hutus, c'est ceux qu'on appelle le Hutu Power. Tout à fait. C'est ça. Ils s'autodésignent comme ça ? Alors oui, parce qu'à partir d'octobre 1993, tous les partis politiques d'opposition vont se scinder entre des branches démocrates favorables au partage du pouvoir avec le Front patriotique rwandais et fidèles à l'esprit et à la lettre des accords d'Arusha dont vous avez parlé tout à l'heure, signés en août 1993, et puis une autre aile que l'on appelle Hutu Power, et qui s'autodésigne comme ça en octobre 1993. C'est un personnage qui s'appelle Frodoil Karamira, qui est un des responsables d'un des plus gros partis d'opposition, qui était le Mouvement démocratique républicain, qui fait passer, on va dire, le front racial au premier plan des préoccupations avant la lutte politique proprement dite. Et donc, tous les partis politiques se retrouvent scindés entre des ailes démocrates et racistes. Ce Hutu Power, il a accès au pouvoir dans l'entourage des Abiyarimana, il est présent ? Alors, le Hutu Power, il revêt deux dimensions, on va dire. Il y a les extrémistes Hutus que l'on retrouve autour du régime Abiyarimana et qui avaient accès depuis très longtemps aux privilèges du pouvoir et du parti unique. Et puis, un certain nombre de ces personnages qui ont été dans un premier temps dans l'opposition sont aussi des gens qui sont issus de l'administration, des universités, des écoles rwandaises. Ils ont eu accès à cette formation précisément parce qu'ils ont bénéficié du régime de discrimination. Donc, sont des personnages qui se retrouvent en tout cas autour de ce programme politique de la haine contre les Tutsis, puis de leur extermination, puisque c'est évidemment, on n'a pas de génocide sans vision du monde, puisque c'est véritablement une utopie, je reprends aussi les termes de Christian Ingrao pour le nazisme, ouais. Voilà, il y a une forme d'utopie assassine. Le pays doit être débarrassé des Tutsis, et c'est exactement cette utopie que l'on voit à l'œuvre pendant les 3 mois du génocide, entre le 7 avril et la mi-juillet 1994. Vous écrivez une utopie exterminatrice. Tout à fait. Donc, dans la préparation idéologique du génocide, on a, vous l'avez évoqué, le rôle central de la radio-télévision des Mille Collines. Quelle forme ça prend, ce racisme anti-Tutsi ? Moi, en vous lisant, je comprends qu'il y a à la fois la déshumanisation des Tutsis et puis une description des Tutsis, non pas vue comme inférieure, mais au contraire comme menaçant parce que orgueilleux, arrogant, rusé, perfide. C'est les mots qui reviennent. Cette dichotomie. À la fois, on a peur des Tutsis qui pourraient nous écraser, et en même temps, on les déshumanise, on les traite comme des animaux ou des insectes. Oui, je crois que de ce point de vue, l'idéologie anti-Tutsi, le racisme anti-Tutsi est très proche de l'antisémitisme. C'est un racisme mélioratif. Les Tutsis, dans cette propagande, ne sont pas considérés comme des êtres inférieurs, au contraire. C'est précisément leur qualité supposée, fantasmée, que l'on cherche à avilir. On les traite de parasites quand même. On les traite de parasites, tout à fait. Ce sont des cafards, ce sont des serpents. Ouais. Alors oui, il y a aussi une forme d'animalisation, mais si vous voulez, il y a aussi un fantasme, par exemple, la propagande des années 90 est très obsédée, si vous voulez, par la place des femmes Tutsis. Parce qu'on est aussi dans une société de symbiose culturelle, mais aussi de symbiose matrimoniale. Il y a beaucoup de couples Hutus, Tutsis, de familles. Je ne crois pas qu'au Rwanda, il y ait une seule famille au sens élargi qui soit seulement Hutu, seulement Tutsi, en fonction des assignations administratives. Donc, les femmes Tutsis font l'objet d'une propagande particulières et elles sont visées précisément au titre de leur
beauté supposée, des charmes particuliers dont leur elles charme joueraient. vénéneux, leur brillante intelligence, Voilà. qui leur permet de s'infiltrer dans les lits des diplomates occidentaux. Ce sont des Donc, choses qu'on agents d'un retrouve. complot, quoi. Agents d'un complot. Et donc les femmes Tutsi sont réputées être plus belles et c'est en jouant précisément de leur beauté et de leur charme qu'elles sont censées enivrer les Hutus et les détourner de leur devoir de solidarité raciale, de même qu'elles manipulent les agents de la communauté internationale. C'est comme ça qu'elles sont caricaturées, en tout cas dans des caricatures à caractère pornographique, ce qui est quand même, dans une société extrêmement prude comme le Rwanda, d'une violence tout à fait particulière, où on voit des femmes Tutsi pratiquer des fellations. C'est dans la revue Kangoura en particulier. Tout à fait. Alors Kangoura, c'est un peu le pendant en écrit de la radio d'Émile Colline. Oui, c'est ça. C'est un journal qui a été fondé par un personnage qui s'appelle Hassan Guézé, qui a été condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda en 2003, et qui est le fer de lance, si vous voulez, dès 1990, de cette propagande de haine qui se déchaîne. Et c'est en particulier dans ce journal, dans le numéro 6, en décembre 1990, que sont publiés ces fameux 10 commandements des Bahutus, où les femmes Tutsi, là encore, sont particulièrement visées. Il y a un auteur qui revient très, très souvent quand on s'intéresse au Rwanda, c'est Charles Onana. Charles Onana dit le dispositif central de leur stratégie de conquête des Occidentaux, des Tutsis, est la femme Tutsi. Voilà. C'est qui Charles Onana ? Alors Charles Onana, je ne sais pas très bien qui c'est, il a été journaliste, c'est partie de ces personnages un peu nébuleux, je ne sais, il a obtenu un doctorat de sciences politiques, je crois, il y a quelques années, à l'université de Lyon. Et alors voilà, quand on lit ça, je crois que cette phrase est extraite d'un livre qui a été publié en 2009. C'est ni plus ni moins que du plagiat de la propagande de Kangoura, de Kangoura ou de la RTLM, sans oublier que c'est particulièrement misogyne. On va revenir maintenant sur le début du génocide. L'élément déclencheur, c'est le crash, et pas seulement le crash, c'est un avion qui est abattu, c'est le Falcon 50 de l'avion de Juvénal Abiyaramana, le 6 avril 1994. Qu'est-ce qu'on sait sur cet événement et qu'est-ce qu'on sait de ce qui suit ensuite ? Alors, élément déclencheur, c'est souvent une qualification qui peut poser problème dans la mesure où elle pourrait laisser croire, cette expression, que le génocide qui a suivi est finalement une espèce d'éruption de colère spontanée, alors que, comme on l'a vu, il y avait un dispositif, on va dire, intellectuel avec l'idéologie, des dispositifs matériels qui avaient été mis en place, distribution d'armes à feu parmi la population, des massacres précédents, etc. Donc, c'est plutôt un prétexte, en tout cas lorsque l'attentat a lieu au soir du 6 avril 1994, c'est tout de suite les officiers les plus extrémistes qui reprennent du service, et en particulier le colonel Théoneste Bagosora. Alors, sur cet attentat, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été une pièce très importante dans la rhétorique négationniste, puisque pendant longtemps, le juge Bruguière avait enquêté et, selon lui, prouvé que c'était des agents du FPR des officiers du FPR qui avaient abattu cet avion, et que, par conséquent, le FPR portait la responsabilité du génocide en ayant abattu cet avion. Alors, l'enquête a depuis beaucoup évolué. Et aujourd'hui, elle s'est conclue par un non-lieu. Donc, on ne sait pas, formellement, judiciairement, qui a abattu l'avion, même si la piste des extrémistes Hutus est aujourd'hui on va dire, plus sérieuse, notamment après l'enquête du juge Trévidic menée en 2012. C'est ça, d'autant que le tir provenait d'une zone qui n'était pas du tout contrôlée par le FPR, qui était contrôlée par l'armée régulière. Donc, oui, et une zone qui plus est, qui est un camp militaire, donc qui était tenu de manière très particulière par les forces armées rwandaises. D'accord. Donc on a cette controverse sur l'avion, et puis très rapidement, vous l'écrivez, l'émergence d'un discours négationniste spécifique avec l'idée qu'il faut tout nier en bloc.
Oui, et mais avec des consignes même. Oui, alors ça, c'est une phrase, hein, c'est tout nier en bloc, y compris et surtout les massacres. C'est une citation que j'ai trouvée dans la déposition de Jean Kambanda, qui était le premier ministre du gouvernement intérimaire pendant le génocide, qui est passé aux aveux devant le tribunal pénal international pour le Rwanda et qui s'est penché devant les enquêteurs du TPIR. Et il raconte que des avocats belges sont venus à leur rencontre dans les camps du Zaïre en 1995 pour leur déjà dessiner les premiers traits, si vous voulez, d'une stratégie de défense, puisqu'ils savaient qu'ils allaient devoir répondre de leurs crimes devant une juridiction pénale internationale. Ouais. Et voilà, la stratégie de défense qui est conseillée par ces avocats, c'est de tout nier en bloc. Donc c'est un projet politique aussi, hein, de négationnisme. Et donc ça, c'est pas contemporain du génocide, mais c'est vraiment un an après, quoi. Tout à fait. C'est ça. Et quand on lit les premiers textes qui ont été produits par quelques-uns des principaux responsables du génocide, qui ont été publiés, alors avec des guillemets, puisque c'est de la littérature grise, en 95, 96, 97, juste avant leur arrestation, tous les arguments que l'on va retrouver ensuite dans des textes négationnistes plus récents sont posés. C'est-à-dire une forme de racisme contre les Tutsis qu'on retrouve porté à incandescence sur ces Tutsis envahisseurs, arrogants, qui cherchent, sont animés par la seule soif du pouvoir. Et puis cette idée que finalement c'est nous les Hutus qui avons été victimes d'un génocide et pas l'inverse. Alors voilà, ça c'est l'inversion victimaire. Oui, tout à fait. Qui peut commencer par la thèse du double génocide, avec l'idée, mais finalement, un partout balle au centre. Exactement. Et qui finalement peut en arriver à dire, mais non, en fait, il n'y a pas eu vraiment génocide Tutsi, ou si il y a eu génocide Tutsi, c'est de toute façon le FPR qui en est, donc les Tutsis eux-mêmes qui en sont les responsables, et en réalité, ce sont les Hutus qui ont payé le tribut le plus fort, etc. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce genre d'argument ? Alors, la thèse du double génocide, elle est... en fait, c'est une thèse raciste, parce qu'elle renvoie à cette idée que, pas de génocide, c'est une guerre interethnique. Tout le monde s'est entretué. Quand on utilise, par exemple, les gens se sont entretués, on nie la spécificité de ce qu'est un génocide. Non, ça n'est pas une bagarre qui a mal tourné. Hein. C'est une entreprise politique. C'est ce que montre votre livre très bien. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans le pogrom, le massacre unilatéral, quoi. Tout à fait. Et c'est ça, peut-être la singularité d'un génocide, c'est l'asymétrie absolue de la violence et aussi des victimes de cette violence. Parce que au Rwanda, pendant le génocide, les enfants et les femmes ont été des cibles privilégiées des tueurs. Et ils ont été assassinés en masse. Quand on regarde les enquêtes qui ont été produites après le génocide sur les victimes, la majorité des victimes sont des enfants de moins de 15 ans, et parmi eux sont les plus jeunes encore qui forment le plus gros contingent de victimes. Vous écrivez « L'assassinat des ascendants comme des nourrissons, visant la rupture de la filiation », doublé d'une brutalité qui organise le saccage de celle-ci. Et vous dites que ces témoignages, ces récits qui racontent le génocide, qui sont des récits d'enfants survivants qui ont survécu, dévoilent l'ensemble du projet politique du génocide. C'est-à-dire que c'est vraiment à la lumière de ces témoignages qu'on comprend le but et le caractère génocidaire. Justement, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, évidemment, de génocide, autour notamment de ce qui se passe au Proche-Orient. Qu'est-ce qui distingue un génocide d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ? Le génocide est un crime contre l'humanité, mais quelle est la spécificité du génocide ? Je crois précisément, en tout cas pour travailler sur le génocide des Tutsis, qui est vraiment un cas paradigmatique de génocide, que une des singularités irréductibles de toute politique génocidaire, c'est précisément la volonté radicale de rompre l'affiliation du groupe qui est voué à l'extermination, c'est-à-dire d'empêcher les femmes de reproduire la race Oni, c'est vraiment ça. Ouais. C'est un racisme biologique qui s'incarne aussi, et de tuer en masse, de manière systématique, les enfants.
Alors moi, je crois que c'est vraiment ça qui est la marque de tout génocide, c'est le sort qui est réservé en tant que tel, et là aussi c'est important, aux femmes et aux enfants. Les enfants ne sont pas tués comme des victimes collatérales, ils sont assassinés parce que représentants de ce groupe, de cette race, comme pour reprendre les termes de l'époque, dont l'extermination a été décrétée par les autorités nationales et locales. Donc je crois que c'est vraiment ça. Et on pourrait ajouter d'autres éléments, le sort des cadavres, par exemple, qui sont aussi traités sans aucune... sur lequel on s'acharne, quoi. On s'acharne, qu'on traite comme des déchets, qu'on jette dans les latrines. Enfin voilà, il y a aussi voilà, toute abolition finalement de ce qui est de ce qu'était la culture avant le génocide. Une volonté d'anéantissement. Tout à fait. Et un retournement des valeurs qui fondaient cette société. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est pas seulement la mise à mort, c'est aussi une cruauté indicible. C'est ce que montrent les récits que vous reproduisez. Il y a une énigme pour moi depuis longtemps, c'est le rôle de l'Église, mais à la fois le rôle du clergé catholique, c'est-à-dire d'hommes et de femmes d'Église, l'Église comme lieu de mise à mort également. Enfin, c'est des pages qui défient l'entendement. Oui. Comment on peut expliquer ça ? Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas si on a encore les outils pour expliquer, oui, ce que vous dites, à la fois l'Église comme institution, l'Église incarnée par ces hommes et ces femmes, et l'Église comme espace de tuerie. Force est de constater que la majorité des lieux de culte ont été des lieux de rassemblement et d'assassinat. Avec, au moment de l'exécution de ces massacres de masse. Là, on parle de massacres de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Toute une gamme d'actes à la fois de profanation, évidemment, pour les tueurs, mais aussi de permanence jusqu'au bout de la croyance, d'un acte de foi de la part des victimes. C'était très impressionnant. Donc cette idée un peu simpliste qui voudrait que puisque les gens ont tué dans les églises, ont parfois été tués par leurs propres prêtres, eh bien, les victimes n'auraient plus cru en Dieu. Je pense que c'est une idée simpliste, parce que quand on regarde les témoignages, à la fois des enfants, mais aussi d'autres récits, je pense ici à un lieu sur lequel je travaille en ce moment, qui s'appelle Cadoua, qui est une paroisse où plus de 20 000 personnes ont été assassinées le 21 avril 1994. Les gens, quand ils entendent les tueurs arriver, chantent le Magnificat. Voilà, ce sont des choses qu'on a encore peut-être beaucoup de mal à comprendre, mais qu'il me paraît nécessaire de restituer aussi parce que les victimes avaient une vie spirituelle. Et ça, je crois que c'est aussi important. Ce ne sont pas des personnes qui se sont laissées assassiner. Il y avait quelque chose de très fort dans le fait d'entonner ce Magnificat ou par exemple, de dire à ses enfants nous nous retrouverons au ciel. C'est pas... Voilà, à mon avis, il faut le prendre très au sérieux. Après, l'Église comme... Là, je parlais de l'Église comme foi, l'Église comme institution, oui, c'est très troublant de voir que des prêtres, et en particulier dans certains lieux, ont participé activement au massacre et parfois ont été des prêtres violeurs. Mais l'Église, cette Église-là, institutionnelle, elle n'est pas d'un bloc. Il y a aussi des figures plus lumineuses. Justes, c'est un génocide qui est assez juste. Bien sûr, bien sûr. Alors au Rwanda, on les appelle Abarinzi b'Igihango, donc les gardiens du pacte. C'est un terme très très beau d'ailleurs pour les désigner. Oui, il y a d'ailleurs même des je pense à une religieuse qui est allée jusqu'au sacrifice de sa propre vie pour pour sauver les Tutsis, sœur Félicité Niyitegeka, qui maintenant fait partie du panthéon des héros et héroïnes nationales. Voilà, donc on a aussi ces personnages qui font que c'est très difficile
d'avoir une vision très manichéenne sur cette église. Et en plus, ajoutons que beaucoup de prêtres Tutsis ont également été tués, ce qui interroge aussi sur la dévalorisation de la figure du prêtre, qui était quand même une figure à la fois sacrée et puis de notabilité sur les collines, mais qui ont été également assassinés. Donc c'est là, évidemment, leur identité raciale qui est passée avant leur identité de prêtre. Et ça aussi, ça interroge sur les croyances, le système de représentation des tueurs. Parmi les bourreaux, certains ont été mis devant l'alternative tuer ou être tué. Ou est-ce que ça, c'est un discours... Je pense que c'est un discours... on ne peut pas le dire de manière aussi générale. Il faut regarder à chaque fois dans les lieux précis. On ne peut pas expliquer la participation très importante des populations civiles par la contrainte. Je vais vous donner juste un petit exemple pour éclairer ça. Je travaille sur ce lieu qui s'appelle Cadois. Il se trouve que juste avant, parce que pour assassiner 20 000 personnes, il faut quand même s'organiser. C'est pareil, là on est dans l'organisation très concrète de l'extermination. C'est une paroisse qui est sur une crête. Et il a fallu s'organiser pour faire venir des tueurs, parfois qui sont venus à pied, parfois dans des véhicules des commerçants, sur des routes, mais impraticables à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Alors même si ces gens avaient l'habitude de parcourir à pied les collines, il fallait déployer quand même une énergie meurtrière particulière pour arriver en ce lieu pour exterminer autant de personnes. Donc voilà, juste quand vous regardez un petit peu les conditions très concrètes, finalement très matérielles dans lesquelles les massacres se sont déroulés, c'est là aussi que se révèle toute l'énergie meurtrière et qui empêche toute lecture de contraintes absolues. Ça n'exclut pas que certaines personnes aient pu, en particulier les personnes qui cachaient des Tutsis à la maison, ont pu aller tuer pour donner des gages de participation au génocide pour qu'ensuite on ne vienne pas leur demander des comptes sur les personnes qu'ils cachaient chez eux. Dans ce génocide, on a des bourreaux qui sont des voisins, qui sont des maîtres d'école, qui sont des prêtres, vous l'avez dit. Ça, c'est la spécificité du génocide des Tutsis du Rwanda. Je crois qu'à cette échelle, avec cette ampleur, oui. On sait que pendant la Shoah, je pense en particulier aux travaux de Jan Gross, dans son livre Les voisins, qui a montré qu'effectivement il y avait une participation des voisins polonais au massacre de leurs voisins juifs, mais avec une ampleur comme celle du Rwanda. Je crois que c'est vraiment la spécificité de ce génocide. Et on peut... Alors évidemment, c'est l'aspect peut-être le plus difficile à comprendre, cette réversibilité radicale des liens sociaux et affectifs, est très difficile à comprendre. Néanmoins, elle est une condition de l'efficacité du génocide. Sans le retournement meurtrier des voisins et de tous ceux qui formaient le monde social des victimes, le génocide n'aurait probablement pas atteint une telle efficacité meurtrière. Et ce qui est glaçant, c'est que donc aujourd'hui encore, ou des années après en tout cas, on a encore des Hutus qui expliquent à leurs voisins Tutsis que si ça devait se reproduire, ils y passeraient. C'est dément, quoi. 30 ans après, quoi. Presque 30 ans après. Alors bon, là les textes des orphelins ont été écrits en 2006. D'accord, okay. Je pense que le contexte est très important à rappeler, c'est-à-dire que 2006-2007, c'est les années qui enregistrent le plus grand nombre, donc au moins jusqu'à plus de 100 rescapés assassinés sur leur colline, dans le contexte de lancement des procès Gacaca, donc cette justice qui a été mise en place à l'échelle très locale, où les voisins jugent leurs voisins. Donc il y a des enjeux évidemment d'éliminer des témoins gênants, mais aussi une haine persistante. On ne peut pas... Alors, les nouvelles autorités rwandaises, après que le FPR a arrêté le génocide en juillet 1994, ont fait un pari un peu fou. C'est-à-dire que sur les ruines du génocide, il s'agissait de reconstruire une nation
avec les tueurs et les victimes. Mais en même temps, le contexte, c'était celui de Mandela en Afrique du Sud, avec la réconciliation. C'était le maître mot, c'était le mot de réconciliation. Oui, c'était le maître mot. Et puis, si vous voulez, l'idéologie du FPR, c'était aussi de revenir à une forme de rwandité antérieure à la division importée par la colonisation et l'Église catholique. Donc il y avait aussi cette idée qu'on va revenir à nous-mêmes. On va revenir à nous-mêmes. C'est pour ça qu'une des premières mesures qui a été prise, c'est d'ailleurs de supprimer les mentions raciales sur les cartes d'identité. Et qu'il était interdit de faire mention de ces identités, de ces assignations identitaires en public. Mais néanmoins, vous avez beau décider qu'il n'y aura plus de mention raciale sur les cartes d'identité, cette idéologie, elle a imprégné les gens pendant des décennies. Donc elle ne va pas s'évaporer sur la seule volonté politique du pouvoir à Kigali. Donc effectivement, il y a plusieurs cas de massacres, de rescapés du génocide. Ça a commencé à être porté sur la scène nationale, publique au Rwanda en 2003. En 2003, à Kadoua, trois hommes rescapés du génocide sont assassinés dans des conditions particulièrement atroces, dans une mise en scène qui rappelle explicitement les manières de tuer en 1994. Et puis cette insécurité est allée grandissante avec la mise en place des tribunaux. Je pense que c'est vraiment important de revenir sur ces épisodes de violence contre les rescapés du génocide pour dire une chose qui n'est pas forcément évidente quand on voit le Rwanda depuis l'extérieur, c'est que le Rwanda n'est pas un pays de victimes. Alors oui, certes, le Rwanda commémore le génocide, l'État rwandais s'est impliqué très tôt dans la mémorialisation, que ce soit à travers l'érection des mémoriaux ou bien la mise en place de cérémonies de commémoration, mais le Rwanda n'est pas un pays de victimes. Les rescapés, au sortir du génocide, représentent moins de 3% de la population, et ils sont de moins en moins nombreux, et donc, ils sont tellement peu nombreux d'ailleurs que parfois ils sont victimes de harcèlement, de persécution après le génocide, parce qu'ils sont marginalisés et parce que parfois ils vivent sur des collines qui sont trop éloignées du premier poste de police. D'accord, donc l'idée qu'on aurait au pouvoir depuis plus de 20 ans, une trentaine d'années, un régime ou en tout cas un pouvoir politique qui prendrait le parti des Tutsis ou des rescapés par rapport à tout le reste de la population est une idée fausse ? Je crois que c'est une idée qu'il faut nuancer, qu'il faut vraiment nuancer, parce que précisément, il y a toutes les politiques de réconciliation, on parlait tout à l'heure. Ces politiques de réconciliation, elles emportent avec elles des sacrifices colossaux pour les rescapés du génocide. Et oui, parce que quand on compare par exemple les peines qui sont infligées par la justice ordinaire dans la justice post-génocide jusque dans les années 2000, sont des peines, pour plus d'un tiers des peines des condamnations à mort, la peine de mort va être abolie en 2007, des peines qui vont être commues en peine de perpétuité, donc les peines sont beaucoup plus lourdes que celles que ces mêmes personnes ou d'autres encourent devant les juridictions gacaca, où là il faut réintégrer les tueurs dans la société. C'est quand même ça que les rescapés ensuite doivent pouvoir supporter. Et donc c'est à eux que ces politiques de réconciliation coûtent le plus et de manière extrêmement, extrêmement concrète. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à dire parce que ça fait partie aussi des difficultés de cette équation politique qui a été posée après le génocide. Vous parlez des tribunaux gacaca, il y a eu aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda, où on a eu des dépositions évoquant l'Akazu, un peu comme le lieu, le cerveau, un groupe, un collectif qui ont organisé, planifié le génocide, en tout cas qui l'ont orchestré. Qu'est-ce que c'est l'Akazu ?
Alors la kazoo, en Kinyarwanda, ça désigne une petite maison. Et alors, cette petite maison, elle est composée de membres de la belle famille du président Habyarimana, donc sa femme, Agathe Kanziga, et ses frères en particulier, et puis un certain nombre de personnalités, on va dire, très extrémistes, mais toujours le plus souvent liées par des liens matrimoniaux ou familiaux. Donc on a presque, si vous voulez, la kazoo, on pourrait prendre les grilles d'analyse de la mafia, presque, hein, pour la décrire, parce que c'est à la fois un groupe politique, qui est soudé par une idéologie extrémiste anti-Tutsi, et c'est aussi une petite maison qui fait du profit. Hein. Donc il y a beaucoup de rumeurs, mais aussi d'histoires avérées autour de prévarication, de détournement de fonds, etc., et de corruption, qui, je pense, mériteraient des études beaucoup plus approfondies, hein, qui permettraient aussi de rentrer dans l'histoire économique, hein, du génocide des Tutsis. Mais voilà, la kazoo, c'est un clan, qui est formé autour donc de l'épouse du président Habyarimana. Et qui joue un rôle actif dès le déclenchement du génocide. Certains des principaux personnages de cette kazoo se retrouvent portés à la tête du pouvoir dès le 6 avril au soir. Je pense par exemple à Théonès Bagosora. D'accord. Il y a quelques jours, samedi 1er juin, France Inter a diffusé une émission Secret d'info sur une enquête qui s'appelle Rwanda Classified, enquête au cœur du régime répressif de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est le chef du FPR, formé en Ouganda. Je crois qu'il est arrivé, il est arrivé avec sa famille à l'âge de 4 ans en Ouganda. Donc dans les années 60, j'imagine, début des années 60. Oui, c'est ça. C'est les violences, les premiers pogroms de 1959 qui ont contraint sa famille à partir. C'est ça. Donc il prend le pouvoir, en tout cas, il renverse le cours, il met fin au génocide en juillet 1994, génocide qui fait, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais 1 million de morts. Oui, c'est ça. Quand je l'ai parlé aussi de l'efficacité meurtrière du génocide, c'est traduit en des termes, en des statistiques macabres, 1 million de morts entre début avril et début juillet. En moins de 3 mois. Donc c'est des chiffres qui posent, à mon avis, la question pour les historiens qui travaillent sur le génocide des Tutsis, c'est comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une telle efficacité ? Et pour beaucoup à l'arme blanche. Oui, aussi à l'arme à feu, avec aussi tout un arsenal très, particulièrement créatif de ce point de vue. Alors revenons sur la figure de Paul Kagame. Paul Kagame, il a d'abord été ministre de la Défense et il a pris le pouvoir, il est président depuis 2000. Oui. Donc depuis quasiment un quart de siècle maintenant. Le pays est stable, c'est un peu... Le Rwanda est souvent présenté comme le Singapour de l'Afrique, un peu la Suisse, la Silicon Valley, enfin il y a tout un tas de métaphores autour du Rwanda. C'est un pays dont on dit que Kigali, par exemple, c'est une ville très propre, etc. Et salée. Salée, bon. Et en même temps, il y a un régime qui est un régime autoritaire et qui est effectivement très contesté, qui est suspecté d'assassiner des opposants sur son sol à l'étranger. Donc cette enquête était consacrée à ce sujet-là. Et on y parle d'une journaliste canadienne, Judy River, qu'on décrit comme autrice d'un livre très critique à l'égard de Paul Kagame, mais aussi très contesté. Sans en dire plus. Nous, on l'a traité, on a parlé déjà de Judy River dans les colonnes de Conspiracy Watch. Elle est considérée, parce que, effectivement, c'est ce qui semble, hein, quand on la lit, comme tenant d'une approche, allez, pour le dire de manière très prudente, de facture négationniste. Oui. Vous avez eu à rencontrer le cas de Judy River, enfin, vous avez lu ses écrits, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, alors quand j'entends la présentation très euphémisante, voire prude, des journalistes de Radio France à propos de Judy River, je suis un petit peu surprise parce que elle est connue, cette journaliste canadienne, pour avoir donc publié un livre en particulier, L'éloge du sang, donc il a été traduit de cette manière en français. Qui en fait est un livre qui
sous couvert de révélations, de nouveaux témoins recherchés au prix de multiples menaces et aventures. Donc c'est la manière dont elle se présente aussi, elle se met beaucoup en scène dans son livre, est censée dévoiler une histoire complètement différente du génocide des Tutsis, donc entre 94 et aujourd'hui, tous les travers aussi du régime actuel. Alors qu'en fait, quand on prend le soin de regarder, quand on a déjà lu Pierre Péan aussi, on voit pas très bien où se situe la nouveauté. Moi, j'ai beaucoup lu aussi, j'ai travaillé il y a quelques années déjà sur des textes négationnistes qui avaient été élaborés par quelques-uns des principaux responsables du génocide, des personnages qui ont été condamnés par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et je connaissais donc bien ces textes et j'ai retrouvé les mêmes arguments chez Jody Rever. Je vais vous prendre peut-être un exemple. Il y a donc Ferdinand Naimana, qui est un des responsables de la radio-télévision libre d'Émile Colline, qui a ensuite été jugé et condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui, en 2008, je crois, a publié un ouvrage confidentiel dans une maison d'édition qui se propose de publier des ouvrages négationnistes, qui explique que finalement, les miliciens Interahamwe, donc les miliciens du régime, du régime Habyarimana, qui ont été donc particulièrement zélés dans le massacre des Tutsis, ces miliciens, finalement, ne sont pas des militants Hutus chevronnés, mais ce sont des agents infiltrés du FPR. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez le système de renversement. Cet argument-là, il est repris à l'identique dans l'ouvrage de Jody Rever. Or, c'est non seulement une thèse négationniste dans le sens où l'un des principaux ressorts du négationnisme, c'est quand même de renverser la responsabilité et de la faire porter aux victimes elles-mêmes, ou en tout cas à ceux qui leur sont proches. Et en plus, elle est absurde sur le plan historique, parce que quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la création et du recrutement des miliciens Interahamwe, c'est impossible, tout bonnement impossible que des gens du FPR venant de l'extérieur aient pu prendre le contrôle de ces milices qui étaient très ancrées dans leur quartier et sur leurs collines. Et précisément, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont été recrutés, les chefs Interahamwe, c'est parce qu'ils avaient une forme de charisme très local. Ouais. Donc c'est impossible. Mais vous voyez, comme ces thèses en fait, qui sont présentées comme nouvelles, révélations fracassantes, en fait, ne font que circuler d'un texte à l'autre. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup heurté, je dois dire, dans le livre de Jody Rever, c'est qu'elle a un chapitre, donc le chapitre 8, qui s'appelle « La 5e colonne Tutsi ». Alors, en principe, c'est quand même un argument. L'idée qu'il y ait une 5e colonne Tutsi au Rwanda et que c'est précisément une des justifications de leur extermination, on suppose que lorsqu'il est repris dans un livre, c'est évidemment avec des guillemets, ou en tout cas pour le critiquer. Mais non, elle en fait une lecture littérale. Et donc, elle affirme que les civils Tutsis ont tué leurs voisins Hutus de la même manière que des Hutus ont tué leurs voisins Tutsis. C'est non seulement absurde sur le plan historique, encore une fois, mais en plus, c'est quand même difficile, si vous voulez, de croire que... je vous ai dit tout à l'heure que c'était les enfants qui étaient les principales victimes du génocide. On a quand même du mal à croire que les enfants, les nourrissons qui ont été jetés dans les fosses, aient été de véritables complices du FPR. Mais c'est ces thèses-là aussi que colportent les livres de Jody Rever, qui sont non seulement donc, un travestissement de la vérité historique, mais aussi finalement une prolongation, si vous voulez, de l'idéologie qui a donné naissance au génocide. C'est jamais des discours... neutre, si vous voulez. Et ça, je pense que Pierre Vidal-Naquet le montrait très bien pour ce qui est du négationnisme de la Shoah, c'est que les négationnistes de la Shoah étaient de profonds antisémites. Qu'est-ce que ça vous inspire, la persistance, 30 ans après le crime, de ces discours négationnistes, mais surtout de la facilité avec laquelle ils sont parfois reçus, ici,
Quand je dis ici, c'est en France, c'est-à-dire un pays qui a une part de responsabilité au moins morale. Un peu plus que morale. Sans doute plus que morale, dans ce qui s'est passé en 1994. Oui, je crois que c'est très surprenant. J'étais plutôt optimiste en avril de cette année pour la 30e commémoration. Alors j'étais au Rwanda, j'ai pas suivi toute la couverture médiatique de la commémoration en France, mais on n'avait justement pas eu de débat, parce que c'est le débat sur l'histoire du génocide. Et effectivement, de voir, je remets pas du tout en cause le fait que des journalistes d'investigation puissent mener leurs enquêtes sur des faces sombres du régime qui évidemment comme tout gouvernement est critiquable, mais de voir revenir sur le devant de la scène dans ce débat-là, quelques-unes des principales figures du déni du génocide des Tutsis. Je trouve que ça dénote une ignorance et aussi, je crois fondamentalement, un manque de respect profond pour cette histoire. Je veux dire, moi, c'est pour faire comprendre aux gens l'incongruité parfois de leurs propos. Je fais souvent le parallèle avec la Shoah. Et parce que je ne sais pas si on aurait sur un débat quelconque pris comme témoin pris comme témoin de quelqu'un comme Faurisson ou Racinier. Enfin voilà, je veux dire, ces gens sont mais sur le Rwanda, c'est encore possible. Et là, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur une forme de condescendance un peu raciste. Du moins une forme de racisme inconscient. On peut tout se permettre. C'est une histoire africaine. Et ce manque de respect profond pour la gravité de l'événement, je trouve que je trouve qu'il faut s'interroger sur cette manière, de faire passer pour respectables des personnes qui ont tenu des propos qui partout ailleurs ont été condamnés sur n'importe quelle autre histoire. Est-ce que c'est une spécificité française ou européenne ou belge où on trouve ces choses-là aussi de manière totalement banalisée aux États-Unis, ailleurs? Oui, je pense que c'est pas une spécialité française. D'ailleurs, je crois que plusieurs autres personnages très douteux ont été mis en avant dans certains articles du Soir. Si j'ai pas lu l'ensemble de l'enquête, mais il me semble. Voilà. Et puis, aux États-Unis, Jodi River canadienne a publié son livre au Canada en anglais, et elle a eu les honneurs de la New York Review of Books. Oui, revue prestigieuse. Revue extrêmement prestigieuse. Et là aussi, on tombe des nues. Ce qui accompagne cet argumentaire négationniste également, c'est l'idée du génocide comme fonds de commerce des Tutsis. Les Tutsis profitant de la compassion, profitant même, pécuniairement du génocide. Quelque chose qui est très présent ? Oui, c'est un argument qui est présent déjà dès les ouvrages de Pierre Péan, donc en 2005 en particulier, dans Noir Fureur Blanc Menteur. Il explique que finalement le génocide des Tutsis, c'est un plan com. Entre guillemets, évidemment, je le cite, un plan com de Kigali pour évidemment asseoir sa légitimité politique, pour jouer sur le sentiment de culpabilité de la communauté internationale pour recevoir des subsides et puis justifier son maintien au pouvoir. C'est un argument qui est récurrent, comme une petite musique et qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans l'enquête que vous avez citée, le Rwanda Classified, où le génocide est présenté que de manière instrumentalisée, comme si c'était la seule le seul rapport que les Rwandais pouvaient avoir avec cette histoire. Alors il est dit dans cette enquête que certaines personnes qui ont été victimes, qui sont des survivants du génocide, se voient accusés de négationnisme uniquement parce qu'ils critiquent, parce qu'ils sont des opposants à Paul Kagame. Je ne sais pas quoi en penser, mais ça... Voilà, je trouve ça... c'est pareil. Je connais pas l'histoire dont il est question, mais c'est un argument...
un peu spécieux aussi de faire porter sur les victimes la négation du génocide dont ils ont été victimes. Enfin, tout ça est un peu spécieux. Il y a aussi l'idée qui revient très souvent que les spécialistes du génocide des Tutsis, les journalistes notamment, qui ont documenté le génocide, seraient des idiots utiles du FPR, des collabos, etc. Ça aussi, vous l'avez rencontré Oui, idiots utiles, compagnons de route. Alors quand on est une femme, on a plutôt droit à des insultes misogynes. Hein, ça, c'est dans le cours des choses. Donc oui, j'ai déjà eu affaire à ce genre d'arguments. Alors moi, quand on est une femme, on est souvent attaqué, on est présenté comme un peu à la manière des femmes Tutsis dans la propagande raciste d'avant le génocide, c'est-à-dire des femmes qui évidemment jouent de leur charme pour manipuler les hommes de pouvoir, pour bien leur faire... les contraindre à reprendre l'histoire officielle. Alors ça aussi, c'est un terme sur lequel on pourrait revenir. Oui. Il y aurait promu par, alors aussi, le terme de régime, il y a toujours des termes péjoratifs. Hein. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'histoire officielle du génocide des Tutsis. Et c'est ça aussi qui était un des arguments de Pierre Péan et qui est un des arguments de Jody Rever, c'est de dire qu'ils vont briser le miroir de l'histoire officielle. Comme si y avait une version officielle où il y aurait le génocide des Tutsis, et puis une version non officielle mais véritable où finalement ces Tutsis qui se disent victimes du génocide, ils ne sont pas tant que ça, c'est plutôt les Hutus qui ont été victimes d'un génocide. Donc moi, je trouve qu'il y a des expressions, si vous voulez, qui sont très problématique. Donc c'est histoire officielle, moi je ne sais pas ce que c'est. Tout comme on a parlé à propos du tribunal pénal international pour le Rwanda et récemment des procès de compétence universelle en Belgique ou en France de justice des vainqueurs. Je ne comprends pas ce qu'est une justice des vainqueurs parce que quand on va dans les procès, quand on y va vraiment, hein, moi je suis allée pratiquement à toutes les audiences de cour d'assises parce que je témoigne comme témoin de contexte, et qu'on assiste ensuite au débat, quand on voit des mamans rescapées qui ont perdu tous leurs enfants, qui arrivent à la cour, mais brisées, c'est elles les vainqueurs. Voilà. Donc je pense qu'il faudra faire tout petit peu attention. Et là encore, quand on parle de justice des vainqueurs, on fait référence à une guerre ordinaire. Mais il n'y a pas de vainqueur dans un génocide. Merci Hélène Dumas. Merci Rudy Reichstadt. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous parler. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Et de cette histoire difficile. Vous partez à Kigali dans quelques jours. Oui. Donc au revoir. Et puis Sans ciel ni terre, donc votre dernier livre disponible en poche à la découverte. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.